ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Deville, responsable avec Cathy de Creton des éditions F. Deville, qui va nous parler justement de la genèse de cette aventure éditoriale, des différentes collections, des lignes de fuite aussi, qui font de cette aventure un nouveau venu un peu, un nouveau venu dans le paysage éditorial. Et puis, à côté de moi, Marc Méganc, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, qui est on va dire peut-être une des locomotives des éditions F. Deville, puisque, alors, déjà 3 livres parus, et 2, me semble-t-il, qui sont en gestation, qui vont sortir prochainement, donc des textes à paraître. Alors, je ne résiste pas, ça c'est déjà un petit scoop, mais il est déjà annoncé sur le site des éditions. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer le titre du prochain livre de Marc Méganc, « J'irai cracher sur vos tongs ». J'irai tirer sur vos tongs. Alors, autant pour moi. Mais voilà. Mais c'est très bien. Parce que justement le tong est donné. Alors. Voilà, alors... J'ai encore rien bu, malheureusement. Alors, mais voilà, donc, alors, Frédéric, peut-être on peut commencer par parler de cette aventure. Comment est-ce qu'elle est née? Toi, tu as été galeriste, tu as été libraire notamment de livres anciens, de livres d'occasion, et puis à un moment, tu as voulu te tourner vers l'édition. Alors comment est-ce que ça a démarré? Par quel biais? Et puis qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à te lancer dans l'aventure? Oui, en fait, c'est venu petit à petit. C'est vrai que, évidemment, j'ai la passion du livre depuis tout petit. Donc ça, c'était déjà le truc qui m'a amené directement tout petit vers les bouquins, à collectionner les bouquins, à les garder, etc. J'ai fait des études de graphisme aussi. C'est pas anodin pour mon envie de devenir éditeur aussi, puisque le livre, c'est aussi un objet. C'est un objet, donc moi je tiens à faire des lignes éditoriales assez cohérentes et des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu cette formation-là qui m'y a poussé. Et puis, pendant des années, on était libraire, ce qui ne nous a pas empêché d'éditer de temps en temps, d'ailleurs, des choses, mais de façon, on va dire, plutôt épisodique, plutôt presque exclusivement vendues dans notre librairie. Et au fur et à mesure, je crois en 2019, on s'est dit qu'on allait passer le pas et aller directement se lancer dans cette grande aventure en trouvant tous les partenaires nécessaires à la diffusion, la distribution et l'éclosion d'une aventure littéraire. Alors, donc tu parles de 2019. Alors effectivement, les éditeurs n'ont pas été épargnés depuis quelques années. Entre la période de Covid, maintenant le prix du papier aussi qui augmente. Donc là, il y a un défi, il y a une sorte de pari un peu... Je crois qu'il faut son grain de folie pour être éditeur. Moi, c'est pas un grain que j'ai, je crois que c'est toute une dune. Et quand la première mise en place vraiment de livres, on avait édité un livre. Alors ça, c'est le premier roman d'ailleurs que j'édite. J'avais dit, quand je commençais à être éditeur, ok, tout, mais pas la littérature. Évidemment, on tombe sur un texte qu'on trouve absolument génial, une histoire tout à fait palpitante, qui parle, et donc le type a écrit ça en 2017, qui parle d'un virus qui s'abat, machin, etc. On trouve qui dénonce aussi beaucoup les problèmes du milieu hospitalier. C'est un médecin, donc il y a vraiment une revendication sociale derrière cet ouvrage palpitant, un peu hitchcockien par moment, puisque le virus commence par toucher les oiseaux. Et donc on veut publier ce bouquin, il sort, il est mis en place dans les librairies le 20 mars 2020. Voilà. Donc ça n'a pas eu évidemment beaucoup de succès, puis plus personne ne voulait entendre parler du virus. Et en même temps, voilà un autre livre sur Victor Hugo, la même chose, quoi. C'était juste avant la fermeture du rideau de fer. C'était un début un peu... mais bon, il ne faut pas se laisser décourager, quoi. Oui, parce que donc, effectivement, il y a ce défi-là. Et donc, voilà, alors,
je disais, c'est récent. En 2019, c'est 4 ans de travail. Mais en 4 ans, alors si, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés sur le site voir un petit peu, mais j'ai compté une 40aine d'auteurs. Un peu plus, je crois. Même plus. Alors, une diversification de collections, on va en reparler après, mais des auteurs aussi, des illustrateurs aussi que tu as réussi à attirer en fait au sein de l'édition. Je pense à Loustal quand même, ouais. hein, bon, qui est pas le... qui est plutôt un nom dans l'illustration et la bande dessinée, qui illustre notre collection de polars, de romans noirs. C'est ça, oui, du roman noir. Il y a Kroll, il y a aussi des livres, des albums pour la jeunesse, ou enfin des livres pour la jeunesse avec Anya Lemine qu'on avait, accueilli ici la saison passée. Mais donc, voilà, alors effectivement, il faut peut-être un peu expliquer que tout ça ne vient pas comme ça. Il y a derrière tout un travail au-delà de ce dont tu parlais, c'est-à-dire la mise en page, le travail sur le texte de correction. Il y a tout le reste, c'est-à-dire la participation à des salons, aussi tout le travail sur les réseaux sociaux, hein, qui doit. Donc je sais que tu fais aussi tout ce travail-là. On essaye, c'est pas évident de trouver non plus sa place. Mais voilà, moi j'aimerais bien que peut-être tu parles justement de tout ce travail en amont. Toutes les différentes activités oui, voilà, le métier d'éditeur. Et qu'il faut aussi, voilà, un jeune éditeur, comment est-ce que tu fais pour faire connaître tes livres ? Alors, faire connaître les livres, le point 1, évidemment, c'est la diffusion. C'est ça. Donc, quand un livre est mis sur le marché, il y a un diffuseur, c'est le monsieur une équipe de monsieur qui vont voir tous les libraires pour essayer de proposer les nouveautés et donc proposer nos livres. Ça, c'est quand même, je trouve, les libraires restent quand même les points très importants, même si le nombre de vrais libraires, pour moi, a tendance à un petit peu diminuer. Je suis toujours embêté quand une librairie ressemble au rayon Carrefour, qu'il n'y a pas de touche en plus. Mais c'est vraiment par le libraire que la première communication se fait. Puis on communique évidemment maintenant beaucoup avec les réseaux sociaux, donc ça impose de faire des choses régulièrement sur les différentes plateformes de réseau. Et alors il y a tout le travail avec la presse, évidemment, qui demande aussi pas mal d'énergie et de contact et de harcèlement parfois. Et alors il y a aussi la présence sur les salons, et il me semble que depuis peut-être justement depuis cette période de Covid, ou enfin en tout cas la fin de cette période, il y a des initiatives qui se font de plus en plus en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment des salons, des rencontres, il y a des opérations, je sais, Lisez-vous le Belge par exemple, qui essayent en tout cas de dynamiser un petit peu cette édition. Je pense aussi à une revue, et j'ai vu que tu avais eu un petit entretien, c'est une revue récente qui s'intitule Wallonie-Bruxelles Édition. Donc voilà, il y a toute cette présence physique aussi. En fait, eux s'occupent essentiellement de l'export du livre, donc c'est plutôt tourné vers l'extérieur, c'est pour ça que c'est même traduit en anglais. En anglais, oui, effectivement. Oui. Mais donc il y a toute cette présence physique aussi, de contact. Ça remplit les journées. Hein, oui, mais voilà. oui. Mais donc donc d'autant plus qu'il s'agit là effectivement d'un pari audacieux. Et je sais que pour avoir lu justement certains ouvrages dont tu parles ici, qu'un itinéraire comme celui de Pauvert, et je pense à ce très beau livre, effectivement, La traversée du livre, qui relate où Pauvert, en fait ce sont les mémoires de Jean-Jacques Pauvert. C'est un livre qui a été important aussi, je veux dire. C'est un livre qui marque, parce que ce parcours d'éditeur, Pauvert a quand même ouvert des portes incroyables. Je crois que sans Pauvert, il y a encore des livres qui ne seraient pas disponibles aujourd'hui. C'est lui qui a publié Histoire d'eau, qui a fait, je ne sais pas combien de procès il a eu et combien de faillites il a fait, mais il a été très courageux jusqu'au bout dans sa volonté d'être éditeur et donc de porter, d'être passeur de textes. Oui, c'est ça. C'est lui, c'est Sade, c'est donc tous les combats contre la censure aussi. À l'instar, effectivement,
c'est toute cette période de l'édition en France des années 50, 60, avec le j'irai cracher sur vos tombes, effectivement. Alors, Marc, toi, tu n'es plus un béotien de la littérature, hein, puisque bon, on te connaît, une vingtaine de romans publiés chez différents éditeurs. Je pense à Gilson, 180 degrés éditeurs, Zélige, etc. Mais aussi des recueils de nouvelles, des récits chez Lamirois, bien sûr. Mais je vais pas citer tous les éditeurs, mais voilà. Alors, essai aussi sur le patrimoine bruxellois, puisque tu es historien de formation, publié également chez CFC Éditions. Alors, comment s'est faite la rencontre avec Frédéric? Ça, c'est Frédéric qui va répondre. Je vais rebondir juste après, mais je vais avoir sa version. Ma version, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit en tant qu'éditeur des dizaines de manuscrits par jour. Et donc, à l'époque, maintenant, j'ai même plus trop le temps de faire ça. Je trie un petit peu pour savoir si c'est écrit correctement, s'il faut mettre à la poubelle, si il faut regarder plus tard. Et voilà, avec un petit mot très sec, hein, il m'envoie un manuscrit, c'était genre signé 6 juin un manuscrit. Marc Mégag. Oh oui, plus sec que ça, je crois qu'il n'y a pas. Et je regarde un petit peu pour savoir si ce machin en vaut la peine. Et je commence à lire sur mon ordinateur. J'ai pas su le lâcher. Je l'ai transféré sur mon téléphone. J'ai lu sur mon téléphone. J'ai lu le lendemain, il était lu. Et je crois que le lendemain, je lui ai envoyé un mail. C'était le livre, c'était Le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot. Je lui disais, je veux absolument publier ça. Et donc, évidemment, lui, il n'y a pas trop cru, parce qu'il faut savoir qu'en général, quand on a une réponse aussi rapide d'un éditeur, il y a anguille sous roche en général derrière. Et donc voilà, je te laisse continuer. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu, voilà, d'abord j'ai pensé à une maison à compte d'auteur ou quelque chose comme ça, où on va me demander une participation financière ou quelque chose du style, et en fait non, c'est donc un vrai bon éditeur, et donc j'étais très très surpris d'avoir c'était la première fois que j'avais une réponse aussi rapide, hein, donc les auteurs connaissent un peu le chemin laborieux. Quand on envoie un éditeur, ça peut prendre des mois, voire des années avant d'avoir une réponse, et alors avant d'avoir une réponse positive, ça peut encore être encore plus long, d'où mon étonnement ici, et donc voilà, on s'est rapidement eu par mail, puis au téléphone, puis on s'est rencontrés. Et oui, voilà, il m'a rassuré en me montrant un modèle de contrat honnête et en bonne et due forme. Et depuis, on se connaît depuis 2021, je pense que ça s'est passé cette rencontre. Et voilà, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on se connaît. Puis, voilà, je pense qu'on a des centres d'intérêt communs dans les lectures et dans la connaissance du livre, et qui fait que voilà, on s'entend bien. Et donc je suis très ravi, très content d'avoir trouvé un éditeur qui me suit, parce qu'en tant qu'auteur aussi, il y a toujours cette petite bête noire. On écrit, on se demande si le prochain texte, roman, recueil de nouvelles, polar, serait édité, ou si on écrit pour son tiroir. Et ici, il y a une sorte de confort de savoir qu'il y a une maison d'édition qui vous suit comme ça, avec un enthousiasme et un savoir-faire, quoi, parce que voilà, je sais pas si vous avez vu les livres, c'est assez classe, le catalogue est très éclectique. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle aussi de pouvoir aller un peu dans tous les sens. Donc je pense que même je pourrais proposer peut-être un jour un essai ou des choses. Mais donc voilà, j'aime bien aussi le côté touche à tout, mais qui reste ce qui reste primordial, c'est quand même la littérature, et donc l'importance du texte. Tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais donc l'importance du texte, c'est le roman, reste quand même le polar, la nouvelle, donc le genre littéraire principal de la maison. Et après il y a il y a du livre jeunesse, essais, des beaux livres, et moi je suis ravi en fait de cette rencontre. Alors, d'autant qu'effectivement, je signalais en introduction que deux textes vont paraître prochainement, hein,
alors, un recueil de nouvelles et livre dont je te laisse dire le titre. Non. Mais donc J'hésite maintenant. Alors, j'hésite, alors mais- tu dis que tu es content qu'un éditeur te suive, mais là, il s'est fait plus que te suivre. C'est 5 livres en 1 an et demi, c'est vraiment pas mal. Oui. Parfait, voilà, Parfait me pousse. Mais donc, alors, par exemple, voilà, par rapport à la maquette, par rapport il y a 2 choses que j'aimerais bien que dont vous parliez, c'est le choix de l'illustration. Est-ce que il y a une concertation entre vous? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a un choix qui se fait? Comment ça se passe? Ou bien c'est l'éditeur qui propose? Je vais commencer et puis il va rectifier. Donc pour le premier que j'ai fait chez Deville, donc le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot, et donc il m'envoie ça. Je me souviens, on était dans la voiture, on revenait je ne sais plus où sur l'autoroute, et il m'envoie ça et je vois ça sur le. Et j'étais pas satisfait au début en fait. Donc voilà. Donc d'où on comprend que c'est Frédéric qui choisit les photos, mais il le fait de manière assez juste et appropriée. Et après, il argumente, alors on discute. Donc voilà. Donc j'ai eu plus de mal pour celle-ci. L'autre, c'est venu assez vers Atlantique. Bon, un avion, voilà, dans les nuages, c'est plus. On va revenir un peu sur les livres aussi après. Plus classique. Mais donc il y a je pense qu'il tient vraiment à cette ligne. Aussi. Il y a la lunette 120. ça c'est différent. Alors vous ne voyez pas, effectivement, il faut peut-être juste décrire un peu la photo. Disons que c'est... ça, je te laisse décrire, tu fais ça bien, je pense. Non, tu veux pas, non. Alors, comment dire, la lunette, ben donc on imagine quelqu'un assis sur une toilette à l'abandon dans un terrain vague, une décharge avec le pantalon sur les chevilles et qui réfléchit à tout ça, à son méfait. Donc voilà, ça c'est un... Bon, voilà. C'est un clin d'œil par rapport à la chute du livre. Et au titre. Et au titre, mais au début on ne sait pas, la lunette. Bon, La lunette, avec la photo, on comprend directement. plus ou moins qu'il ne s'agit pas de l'objet optique. Surtout qu'il n'y a plus de lunettes en fait, si on regarde bien. Enfin, donc voilà, je te laisse peut-être poursuivre sur le choix des... Non ? Des couvertures, non ? Non, voilà, mais... alors, peut-être, oui, non. Vas-y. Alors, peut-être parler justement des couleurs et des collections avec Frédéric. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé avec le roman, qui est les couvertures rouges. Et puis, alors, tu as commencé à décliner plusieurs collections. Une autre question viendra après, c'est effectivement l'élargissement des collections, je suppose, amène de plus en plus de manuscrits aussi. Donc ça, on y reviendra. Juste une parenthèse sur les couleurs, je ne ferai jamais de polar chez lui, sinon j'aurai nouveau noir, jaune, rouge et l'étiquette belge qui va me recoller. Voilà, je ne fais pas. Mais je te ferai un bleu, mais pas un noir. Parce que, effectivement, il faut peut-être rappeler que tu as publié des polars qui ont d'ailleurs été réédités aux éditions La Miroir. Mais donc ici, effectivement, plusieurs collections, donc une déclinaison en fonction des collections. Alors peut-être, Frédéric, juste dire, la collection œuvre jaune. Œuvre jaune, c'est du micro-roman. C'est le micro-roman. Oui, donc c'est entre la nouvelle et le roman. C'est ça, mais c'est déjà un roman construit. Toute la structure du roman y est. On se plonge dans un réel roman, sauf que c'est un roman court. Voilà, c'est ça. Okay. C'est des romans que les ados qui doivent lire adorent, parce que c'est plus court, effectivement. Donc ça, c'est bien, effectivement. Et alors, en fait, les différentes déclinaisons de couleurs, moi, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est l'alchimie. Et donc, c'est pour ça que ces collections s'appellent œuvres au rouge. Donc, c'est quand on met tout au feu, donc quand tout rougit. Et donc, il y a des différentes couleurs de l'œuvre alchimique qui sont déclinées dans ces différentes collections. Alors, tu as 2 nouvelles collections, je pense, enfin 2 plus récentes. La collection Pourpre. Œuvre pourpre, ça c'est un recueil de nouvelles, oui, qui est inauguré par Guy Etlir. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Une dame qui a publié énormément, notamment chez Actes Sud et Mercure de France, et qui a eu, je ne sais, j'ai oublié le prix maintenant, l'Académie française, je crois, en 1976. Alors il y a une collection d'essais également. Oui.
collection d'essais qui va dans tous les domaines. Pour l'instant, il y a beaucoup de scolaires, puisqu'il y a un essai sur l'enseignement, mais l'enseignement plutôt français, et un sur l'université, et là plutôt l'université, l'ULB, c'est le docteur Lourian qui a commis cet ouvrage. Et prochainement, va sortir un ouvrage sur le wokisme qui risque de faire un petit peu de bruit. C'est un sujet un peu touchy qui est écrit par Nadia Geertz. Alors, peut-être, on peut parler, Marc, de ce dernier livre récent, Vers Atlantique. Alors, peut-être, dis-nous un petit peu, plonge-nous un peu dans le texte, dans la trame du livre. La trame du livre. Donc, j'ai placé ça en 2035. Donc, c'est pas vraiment une dystopie, plutôt une utopie. Et donc j'ai imaginé que pour s'attaquer de plein fouet au réchauffement climatique, les gouvernements du monde entier se seraient accordés de stopper les voyages de touristes, de voyages de masse en avion. Mais avant ça, avant de couper ces voyages, ils offrent à chacun la possibilité de faire un dernier voyage loin en avion. Et donc ça part de ça. Donc j'ai mis ça en 2035 parce que pas trop loin, parce que en fait on y est déjà dans les problèmes graves liés au déplacement, au tourisme de masse et au réchauffement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous parle à tous. On le voit aujourd'hui. Je pense qu'on est fin octobre. Il a fait quasi 20 degrés ou 19 degrés cet après-midi. C'est quand même assez particulier. Et donc dans le roman, donc le narrateur Alex Larsen reçoit son code. Donc dans le livre, les gens reçoivent un code pour faire un dernier voyage loin en avion. Et lui décide de se rendre aux Açores, mais à la différence des autres, il ne va pas revenir au Bercail après. Il prend un aller simple, il décide de partir, s'installer aux Açores sur l'île de São Miguel, qui dans le roman est une île encore très, très verte, où on peut encore respirer, préservée, parce que pendant ce temps-là, sur tous les autres continents, donc ça brûle, comme on le voit encore déjà aujourd'hui en Grèce, en Espagne, en France. Donc il y a des incendies, il y a des canicules, des dômes de chaleur épouvantables. Et lui, il s'enfuit là-bas dans le vert, au milieu de l'Atlantique. Alors, oui, effectivement, il part, mais parce qu'il est... Il a quelques casseroles, quoi. Enfin, il a des casseroles. Il est un peu... Des casseroles et des désillusions. Donc voilà, il s'est séparé de sa compagne. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle va en décéder. Il y a son job dans un ministère qui le désespère, etc., etc. Donc voilà, c'est le moment pour lui de faire le grand saut, de partir. Et donc c'est l'occasion rêvée, quoi, de partir loin, mais voilà, il ne va pas revenir, mais en même temps, sur cette île, il va apprendre d'autres choses, donc il va devenir jardinier, et donc il va entretenir les routes. Je ne sais pas si vous voyez les Açores, il y a beaucoup d'hortensias notamment, et donc il va entretenir ces routes. Donc il y a une route qui ceinture toute l'île de l'île de São Miguel. Et voilà, avec une équipe de 10 autres jardiniers, ils vont faire l'entretien de cette route. Et lui, il va de plus en plus ralentir son rythme personnel en observant cette nature de plus en plus. Et à son contact, il va aussi ralentir son esprit et donc se calmer un petit peu, faire prendre du recul par rapport à sa vie passée, mais il va aussi faire des rencontres sur place qui vont bouleverser sa vie. Alors, effectivement, il y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve. Bon, je suis le travail de Marc depuis pas mal de temps. Effectivement, on retrouve des leitmotifs qui reviennent. Et parmi ceux-là, alors quelque chose de peut-être un peu plus récent, mais c'est le thème de l'insularité, que tu as développé déjà dans des livres précédents, notamment aussi dans une nouvelle que tu avais publiée. Alors, je voudrais peut-être que que représente en fait pour toi ce côté insulaire? Il y a différentes choses. Donc, d'abord, c'est, on va dire, entre
guillemets, c'est pratique pour planter un décor. Hein, donc l'île, donc c'est délimité par les eaux, c'est clairement identifiable, c'est un ailleurs directement. Et aussi donc cette notion d'ailleurs, j'aime bien la notion de, j'aime pas la foule, et donc j'aime bien l'idée de se détacher du continent et de la masse. Et oui, quand il y a trop de gens, ça me plaît pas. Et donc dans mon imaginaire, enfin dans plein d'autres romans et dans plein de films d'aventure, tout ça. Donc une île, c'est directement synonyme d'évasion, d'aventure. Et donc il y a un terrain propice à créer dans ce genre d'espace une fiction et une histoire. Et il se fait que moi, en tant que voyageur aussi, donc c'est des lieux que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut se familiariser facilement avec ce paysage. Donc je pense qu'une île, il faut l'aborder en tout cas par bateau, pour mieux apprécier l'insularité, aussi pratiquer la déambulation à pied sur l'île pour s'approprier les lieux. Donc voilà, tous les éléments sont là pour moi, donc à la fois le décor, l'ailleurs, le calme. Bon, il y a des îles évidemment où on fait la fête, mais dans mon esprit, tel que je l'imagine, l'île c'est une petite île retirée du monde avec peu de gens et une végétation si possible luxuriante et voilà, une quiétude. Mais alors effectivement, et on en parlait un peu avec juste avant la rencontre avec Frédéric. Est-ce que tu as senti aussi une évolution dans l'écriture de Marc depuis peut-être d'autres textes que tu as lus, mais depuis le premier que tu as publié, et notamment on parlait de cet ancrage et cette faculté que Marc a à très vite croquer soit un paysage, un portrait, une situation. Il me semble ici, dans ce dernier texte, il maîtrise vraiment... Pour moi, il maîtrise merveilleusement l'art descriptif. Et donc, quand on se plonge dans le livre Vers Atlantique, en fait, ça économise un billet d'avion, on va aux Açores, c'est top. Et en fait, j'ai jamais été aux Açores, mais j'en ai une image très précise, parce qu'il a vraiment un art descriptif qui permet de directement se faire l'image de l'endroit où on est. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Mais déjà, dans Le jour où mon père, les paysages étaient... mais il y avait moins d'importance au paysage que dans Vers Atlantique. Mais il y a toujours la relation à l'île, aux îles. Ouais. Comment rebondir là-dessus? Oui, non, c'est vrai en fait, mais j'ai un peu plus... le paysage, le décor dans Vers Atlantique, c'est vraiment un personnage à part entière presque. Et donc ça, j'ai beaucoup travaillé. Bon, je suis allé 2 fois déjà aux Açores, donc je connais un peu les paysages, mais j'ai surtout beaucoup lu sur la végétation, sur la géographie. Et donc ça, c'est peut-être ma casquette d'historien qu'il y a derrière. Donc j'aime bien me documenter beaucoup en fait pour un livre. Donc voilà, ça se sent pas, et j'espère qu'on ne sent pas qu'il y a un travail derrière, parce que sinon c'est raté. Mais donc il faut savoir que je consulte beaucoup de livres et de données pour essayer de rendre les choses les plus crédibles possibles. Et alors, bon, il y a ce côté-là, mais le côté insulaire est aussi, à mon sens, par rapport au personnage, et je parle au personnage au pluriel, mais une sorte de contrepoint d'une forme de désabusement aussi, de routine dans laquelle s'installent tes personnages le plus souvent. Alors en l'occurrence, dans ce texte, le personnage est un fonctionnaire dans une administration, et donc l'île est aussi le départ, synonyme de départ, d'ouverture d'un champ ici en l'occurrence de travail assez restreint, hein, où il se sent englué, enfermé. Donc je veux dire, l'île appelle effectivement cette ouverture et ce choix de quitter, de partir. Oui, mais c'est ce que je disais. Hein, donc l'île, c'est directement l'évasion, l'ailleurs, et donc il y a cette possibilité de fuite. Ici, c'est presque une fuite sans retour. Hein, il va jamais revenir dans son esprit. Enfin, quand on voit le déroulement du livre, il ne va pas revenir sur le continent. Et alors, il y a autre chose d'intéressant dans le choix des Açores en particulier. C'est que dans la biographie du narrateur, Alex Larsen, les Açores se trouvent vraiment au milieu, quelque part, de sa vie. Donc entre l'Amérique, en particulier le Brésil,
où il a passé donc, des moments avec son ancienne compagne, Fauve, et l'Europe, où il est né, où il a travaillé, et tout ça. Et donc finalement, se retrouver, finir sa vie au milieu de ces deux continents, l'Europe et l'Amérique, il y a aussi une dimension il se recentre sur lui-même, quoi, donc il revient. Donc voilà, c'est peut-être moins visible dans le roman, mais j'y ai pensé en plaçant aussi l'histoire au centre de la vie personnelle d'Alex Larsen, au milieu de l'Atlantique. Voilà, il se recentre au milieu de lui-même, en fait, et donc il essaye de se retrouver d'une certaine façon sur cette île. Alors, si tu me permets, je vais lire un petit extrait parce que alors ça c'est la dimension, on va dire, du roman. Voilà, mais l'écriture de Marc est aussi marquée par une forme de dérision, de causticité qui est jamais très éloignée, qui permet justement, et là c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'île, des moments de respiration dans le texte. Parce que tout n'est pas lourd et désespérant. Voilà. Il y a un peu d'humour. Oui, mais c'est ça, justement. Voilà. Et donc, ces moments de dérision où tu arrives à décaler un peu le propos permettent justement ces moments d'évasion aussi, de respiration au sein même de l'écriture. J'ai peur de ce que tu vas dire. Bon, on verra bien. Non, mais je vais lire un extrait. J'espère que ça va donner un peu le ton. Alors... Donc c'est le début, c'est simplement le personnage, donc un peu dans son milieu quotidien, avant le départ pour les Açores. Hein. J'ai commencé à travailler, des petits boulots, barman, standardiste dans un call center, livreur de pizza, promeneur de chiens, d'abord pour survivre seul, puis pour me payer des études universitaires en architecture, que je finis par abandonner. C'est alors que j'ai pris cette mauvaise décision, ce virage sans fin. Je suis entré au ministère, au département du développement urbain. Je m'étais juré de n'y rester que 6 mois pour me refaire financièrement. Du provisoire qui a duré 20 ans. Pour moi qui avais arrêté mes études d'architecture à l'université, l'urbanisme était un pis-aller. Il n'y avait qu'une très lointaine ressemblance avec les matières qu'on avait commencé à m'inculquer dans les amphithéâtres. J'étais affecté au dépouillement des dossiers administratifs, des permis de bâtir, des demandes de régularisation, et en particulier des documents émanant des assemblées de vérification de constructibilité, les AVC, acronyme d'une certaine morbidité qui faisait glousser mes collègues fonctionnaires. Pour chaque quartier de la capitale, pour chaque rue, chaque parcelle, les comptes rendus de ces assemblées annonçaient les travaux et les aménagements, aussi bien chez les particuliers que dans l'espace public. Une photographie de la ville en mouvement, cette ville qui mutait, s'étendait, montait toujours plus haut vers le ciel sans grâce. Il s'agissait d'émettre des avis, le plus souvent négatifs, et par la même occasion de ralentir les processus jusqu'à l'absurde. Les dossiers AVC se succédaient à l'infini, comme si la ville était entraînée dans une course folle, un élan irrésistible qui la densifiait encore et encore, qui étouffait ces dernières zones vertes et respirables, qui l'élevait sans cesse, non pas vers des sommets de conscience intellectuelle et culturelle, mais vers des étages innombrables, vers des tours toujours plus élevées, la tête dans les nuages. Le vocabulaire utilisé dans les dossiers était d'une sécheresse toute administrative. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu le ton aussi de l'écriture et de ces petits accents plus caustiques, mordants, moqueurs, où parce que là on est dans un cadre que tu connais aussi, par le biais de ton... Un petit peu. Voilà. Hein, et donc effectivement ça permet aussi de respirer aussi dans le texte et de t'amuser, je suppose. Hein, tu t'amuses aussi en écrivant. Ah oui, non, c'est assez jouissif de pouvoir dire ce genre de choses, mais en parallèle du récit. Sûr, donc oui. Alors, Frédéric, peut-être par rapport justement à ce vers atlantique, est-ce que tu as senti aussi, je suppose que c'est quelque chose que tu apprécies aussi dans son écriture, ce côté un peu plus mordant
par instant, ce côté dérision aussi, qui n'était peut-être moins présent dans le premier texte. Dans le premier texte, il y a quand même des côtés sûr, mordants, oui. mais c'est vrai que l'ensemble du jour où mon père amène à une situation beaucoup plus dure, beaucoup plus... mais dans chacun de ces textes, il y a quand même énormément d'humour. Il y a toujours ces petites allusions, l'air de rien. Même parfois, je dois aller chercher en me disant non, c'est pas vrai, ça existe, ça. Et en fait, oui, ça existe. Donc, notamment dans le prochain qui va sortir, J'ai craché sur vos tongs. Il y a de là. Tirer ça. Voilà, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Et il est peut-être possible de changer encore le Non, titre. c'est chez l'imprimeur. C'était quoi déjà les pieds là, tu vois, les poissons. Fiche pédicure, voilà, et alors il fait tout un truc sur le fiche pédicure. Franchement, je savais pas que ça existait. Apparemment, ça existe vraiment. Avis aux amateurs. Oui, c'est les petits poissons qui mangent les peaux. Hein, les petits poissons qui mangent des peaux mortes, oui. Donc bon. Mais je pense que tu as un autre, tu as trouvé une autre. Tu veux le lire Non, tu peux y aller. Et effectivement, il y a des choses surprenantes comme ça au détour d'une page. Un autre extrait peut-être, c'est un moment où tu peux peut-être juste introduire le passage. Dirons à quel moment on est, simplement pour... Voilà. Non, voilà, je disais que Alex Larsen a rompu, c'est pas facile ce fil, a rompu avec sa... Tu le prends ? Sans blague. Alors, il a rompu avec sa compagne Fauve, et donc il apprend que Fauve s'est mis en couple avec un individu qui s'appelle Manfred, et qui a une activité assez particulière. Mais donc là, je vais te laisser lire peut-être l'extrait. Un certain Manfred fit rapidement son apparition. Fauve le présenta d'abord comme un client de la librairie, puis comme un ami, un confident. Il y a toujours un type qui traîne pas très loin quand un couple prend l'eau. Un homme qui attend le moment propice, son moment, pour s'ériger en sauveur et gardien de la bien-pensance. Fauve s'installa chez lui en attendant que je vienne chercher mes affaires à l'appartement. Manfred, milieu de la cinquantaine, avait tout pour rassurer, à commencer par beaucoup d'argent et une maison luxueuse dans la banlieue huppée. Je l'avais pisté sur Google. Sur son site internet, il se présentait comme un distributeur de bien-être et proposait un large éventail d'activités, en particulier le yoga hormonal et la gestalt-thérapie, approche thérapeutique centrée sur l'interaction du corps humain avec son environnement. Il était beaucoup question de perineum sunning, l'ensoleillement du périnée, prendre un bain de soleil en exposant son anus. Quelques minutes d'exposition de son fondement aux rayons solaires équivalaient, selon lui, à une demi-journée de marche au soleil. La méthode permettait de renouveler sa vitalité, de mieux dormir, de se reconnecter à son énergie sexuelle et de retrouver le désir de développer sa créativité, de reprendre le contrôle de sa vie. Mon statut de petit fonctionnaire au département du développement urbain du ministère ne tenait pas la distance face à un tel pédigré. J'avais laissé plusieurs messages à Fauve. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle avait dit. Aucun couple ne survit à ça. Il fallait qu'on se voie, qu'on se parle avec les yeux. Elle ne me rappela jamais. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un petit tableau. C'est un tableau. On est loin des Açores, là, mais bon. Oui, mais bon. Mais c'est... Effectivement. Quoique, il y a du soleil. Il y a du soleil, oui. Mais effectivement, donc voilà, en une page, on voit de quoi il s'agit. Et alors après, ça, ce sont je vois ça comme presque des petits inserts dans finalement la trame du roman, dans le texte, mais qui fonctionne très bien, et c'est une pièce de puzzle qui s'imbrique dans le texte. Toute la force, effectivement, c'est de l'insérer au bon moment, sans qu'il
sans qu'il arrive à... Alors, je suppose que Frédéric, il y a aussi de ta part, de la part alors, avec Marc peut-être, mais un travail de relecture, de dialogue aussi. Alors, je dois avouer, oui, régulièrement avec beaucoup d'auteurs, très très peu avec Marc. Ah, voilà. Voilà. Mais bon, il a de la bouteille. Il a de la bouteille, il a vraiment une écriture qui me plaît énormément, il a un sens narratif assez dingue. Et pour tout dire, en fait, j'avais déjà programmé Vers Atlantique avant même de l'avoir lu. Ah, oh là, oui. Voilà, donc il y a une certaine confiance en cet auteur. Donc ça, c'est parfait, ça. Alors, bon, je vois qu'on avance déjà. Peut-être... finalement dire un petit mot en avant-première par rapport à ce, j'irais tirer sur vos tongs. Hein, on est bon là, oui. Ouais. Il est chez l'imprimeur, donc. Il est chez l'imprimeur, il sort le mois prochain. C'est dans la collection Micro-Romans. J'ai vu le 16 novembre, la veille de mon anniversaire. Ah voilà, on voilà. Et on fera un petit mot. Ça a commencé, oui, parce qu'on... Voilà, moi j'ai plusieurs éditeurs, mais donc ce que j'aime bien avec Fred, c'est qu'on se voit, on fait des bonnes bouffes, on boit des petits verres, et puis on parle de sujets, et on lance des titres comme ça. Et J'irai tirer sur vos tongs est né un de ces soirs où il fait de plus en plus noir et de plus en plus liquide parfois. Et on est parti sur ce titre, et j'ai dit chiche. Et enfin, voilà. Et puis j'ai commencé à l'écrire, et il y a une sorte de prolongement... mais avec beaucoup plus d'humour de Vers Atlantique, puisque c'est aussi une attaque contre le tourisme de masse. Donc c'est quelqu'un qui s'installe au bord de la mer, qui fuit la ville. Hein, donc on est un peu dans le même mode de fonctionnement du narrateur. Il veut voir personne, il se met au bord de la mer, il pense qu'il va avoir la paix. Seulement il y a une influenceuse qui va passer avec son yacht payé avec toutes les pubs qui passent sur Instagram et les réseaux sociaux, et qui va se prendre en photo en bikini sur la plage. Et voilà, tous les followers de cette influenceuse vont venir envahir le paradis que le narrateur pensait avoir trouvé. Et donc finalement, son paradis devient un enfer et une destination touristique très prisée. Mais il va trouver la solution, c'est de liquider quelques touristes, pour l'exemple, pour essayer d'instaurer une psychose et faire fuir les autres. Alors ça se passe en 2 saisons, placé en 2 saisons, un peu comme dans une série télé. Et donc voilà, au début, je ne vais pas vous parler de la 2e saison, mais au début, il va liquider 3 touristes de manière assez sauvage, et notamment ce qu'il déteste, d'où le titre, c'est le bruit des tongs. Je ne sais pas si ça vous plaît, moi je déteste ça, le bruit des flap, flap, flap. Et donc ça, et l'autre bruit qui le dérange beaucoup, c'est le bruit des valisettes à roulettes. Et donc tout ça, voilà, il pète un câble, et donc voilà, il va liquider des touristes, pour l'exemple. Et voilà, vous verrez là, pour faire fuir les autres et se retrouver seul, peut-être, on verra, à lire. Bon, mais on suivra ça. Alors oui, vous rappelez, bon, évidemment que les livres dont on a parlé sont disponibles, comme d'habitude, à l'entrée, que Marc se fera un plaisir de vous les dédicacer. Mais voilà, en attendant, on va peut-être passer à table. Et puis, les questions, je vous donnerai donc la parole après le repas pour d'éventuelles questions, rebondir sur des choses dont on a parlé, sur les relations aussi entre l'éditeur et l'auteur. Voilà. Merci à vous. Donc, on se retrouve juste après le repas pour l'échange avec vous. Voilà. Merci à vous. Merci Fred. Merci Marc. Maison de la Francide.